Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, lecteur du Revenu ou lecteur du Nouvel Économiste. On est aujourd'hui réunis pour un événement très spécial. On va parler d'un événement qui n'arrive que, je ne sais pas, une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans en France. C'est le lancement d'une nouvelle bourse. Voilà. On ne parle pas d'une simple plateforme, on parle véritablement d'une bourse qui naît sous nos yeux. Voilà, on connaît tous Euronext en France ou d'autres au-delà de nos frontières. On ne savait pas qu'il existait d'autres bourses. Et bien maintenant, il en existe une. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir à la fois le président de cette bourse, qui s'appelle donc Lise, et le président de la première société qui va être cotée sur cette nouvelle bourse. On est en plein cœur de l'IPO. On va rentrer dans les détails dans une seconde. Mais voilà, c'est comme si on accueillait aujourd'hui le président d'Euronext et le président d'Airbus, hein. Grosso modo, c'est vraiment un plateau exceptionnel. Donc, on est très, très heureux de vous recevoir. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous connecter et à nous saluer dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, dites-nous un petit bonjour, ça nous fait très plaisir. Et surtout, c'est l'occasion, on est en direct, pour vous de poser des questions, aussi bien sur cette bourse qui est nouvelle, donc comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a un principe de tokenisation qui est très novateur et très intéressant pour vous, épargnants et investisseurs, parce que ça diminue le nombre d'intermédiaires et donc les frais. Et également, si vous avez des questions à poser aux dirigeants de la société qui s'introduit en bourse, voilà, posez-les dans la conversation. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Pour ma part, je m'appelle Gaspard de Monclin. Je suis le président du Revenu et désormais du Nouvel Économiste. Et je suis très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Marc et Stéphane. Bonjour Marc, bonjour Stéphane. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, on va commencer par une petite explication, ce qu'est cette bourse. Voilà, on va laisser la parole à Marc, qui va pouvoir se présenter, expliquer un peu son parcours, quelle est la différence, la singularité de cette bourse. Et puis après, on passera la parole à Stéphane pour qu'il nous parle de cette société qui s'introduit en bourse. Alors, merci. Et oui, une nouvelle bourse, ça se crée même pas tous les 10-20 ans, hein, peut-être même tous les 50, 100 ans. Bon, Donc, tu vois, j'ai minimisé l'ampleur de l'événement. c'est assez rare, hein, et donc on est ravis de partager ce moment avec Stéphane, qui est le premier émetteur sur notre bourse, mais aussi avec vous, parce que oui, on ne le vit qu'une fois. Et donc, c'est un moment important. Lise, donc c'est une nouvelle bourse qui a été agréée en octobre dernier par l'ACPR, l'AMF, la Banque de France. Nous sommes également passés dans les mains de l'ESMA, qui est le régulateur européen des marchés, et la Banque centrale européenne. Et on a créé une nouvelle manière de faire fonctionner la bourse. Donc, Lise, c'est la première bourse au monde qui permet un accès en direct. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un compte sur les autres bourses, sur Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse. Vous passez par votre courtier. Avec Lise, vous avez la capacité de créer un compte sur notre site, lise.com, et d'interagir direct avec la bourse. Donc, il n'y a pas de courtier, on ne passe pas par un Alors, compte ça sera possible dans spécifique ou un quoi que ce second soit. temps, mais aujourd'hui, c'est en direct. D'accord. Donc, vous avez accès directement à la bourse. Et ça semble anodin, mais c'est assez unique. Ça vous permet de voir vraiment ce qui se passe au milieu de la bourse. Donc, ça, c'est le premier point Une, très différenciant. une grande transparence. Une transparence totale, Hmm, surtout. ouais. Normalement, les cours de bourse, vous le savez peut-être ou pas, il y a des délais pour le retail. Parce que les cours, il faut payer. Bah, nous, vous les avez tout de suite en instantané, gratuitement. Vous voyez tout. Vous voyez le carnet d'ordre central de manière exhaustive. Ça, c'était important. Deuxième point, on est la première bourse au monde à être 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça paraît anodin en 2026, parce que tous les sites internet du monde sont 24/7, pas la finance. Encore moins la bourse. La bourse ouvre le lundi matin, ferme le lundi fin d'après-midi et ferme le week-end. Et donc, quand vous achetez des actions, vous devez faire pendant vos horaires de travail. Et c'est pas simple. Et nous, on pense, parce que notre ADN, c'est de permettre que la bourse finance l'économie réelle que Stéphane représente aujourd'hui et permet aux investisseurs particuliers, aux investisseurs institutionnels d'interagir avec une bourse qui reprend les codes dont ils attendent. Et ben, c'était tout le but de l'île. C'est pour ça qu'on est 24/7. Et ça, c'est important. Un petit parallèle, aujourd'hui en France, il y a plus d'investisseurs dans la crypto que dans la bourse parce que c'est 24/7. Donc c'est important parce qu'il faut qu'on finance notre économie. Notre économie, c'est des actions, donc c'est de la bourse. Et le 24/7, c'est une des clés. Ah, c'est incroyable cette statistique. Je ne savais pas qu'il y avait plus d'investisseurs en crypto alors que c'est beaucoup moins transparent, beaucoup plus risqué, beaucoup moins encadré. Et peut-être pour revenir sur cet agrément, c'est ça qui est incroyable. Et tu dis, ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu, mais
Effectivement, vous avez eu un parcours du combattant pour obtenir un agrément à l'échelle européenne, vous permettant officiellement d'être une bourse. C'est pas une Alors on est petite même plateforme, d'échange. tout à fait et on est même plus qu'une bourse. Alors on ne peut pas rentrer dans le technique. On est dépositaire central de titres, donc on est également le cadastre de la bourse. Donc et ça normalement la bourse fonctionne pas ainsi. Donc normalement une bourse, ça se repose sur plein d'intermédiaires et on n'a pas besoin de le connaître par cœur pour, investir en bourse, mais il y a un fonctionnement dit post-marché qui prend 2 jours. Donc quand vous achetez une action en bourse, vous la recevez dans 2 jours. Quand vous vendez une action en bourse, vous recevez l'argent dans 2 jours. Le broker vous cache cette complexité, mais c'est la Le réalité. prix est jamais d'ailleurs, souvent on passe un ordre, on n'est pas du tout certain de savoir à quel prix on va vendre, à quel prix on achète les actions sur les bourses traditionnelles, ce qui va être beaucoup moins le cas Parce que vous chez passez par Lise. un courtier et Bien donc vous sûr. n'avez pas accès au carnet d'ordre central. Avec Lise, vous voyez le carnet d'ordre central, donc vous voyez tout ce qui se passe et une fois que votre transaction est dite exécutée, le règlement de livraison est instantané. Donc, oublions cet aspect technique, tout est instantané. Dans un monde où, et on le voit bien, hein, il y a quelques temps, on avait des virements en 2 jours, maintenant on a de l'instant ne sait pas, on voit bien à quel point ça change la vie. Bah, c'est pareil, la bourse devient instantanée avec Lise et ça va changer la vie. Et pourquoi on veut et pourquoi on pense que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'IPO en France, très peu, et encore moins de PME. Les PME se financent plus via la bourse. Les PME industrielles, elles ont besoin de fonds propres. Les PME industrielles de défense, elles ont encore plus besoin de fonds propres. C'est le poumon de notre économie, c'est le poumon de notre souveraineté, et notamment souveraineté stratégique. La bourse, qui était un fabuleux outil de financement il y a encore 40 ans, elle finance plus. Donc on s'est dit, ok, réinventons la bourse. C'est pas simple, évidemment. C'est comme si on se disait montons les vastes, mais c'est la seule solution pour répondre à un problème de société majeur qui est la redirection de l'épargne dans l'économie réelle. Aujourd'hui, et vous le savez mieux que moi, l'épargne des Français, elle est sur des livrets A, elle est dans des assurances vie, elle finance beaucoup de sociétés américaines, beaucoup du monde des trésors. Et je pense que pour notre futur, c'est important qu'on arrive à la rediriger euh, dans notre économie. Et en fait, c'est le but de la bourse. C'est simplement pour ça qu'une bourse a été créée. Oui, et de financer aussi des petites, moyennes entreprises, des PME qui ont besoin d'argent parce que leur croissance va bien, et Stéphane pourra nous en dire Hein. quelque chose tout à l'heure, et vous retrouvez un peu les lettres de noblesse de la bourse, et pas que Et, des échanges financiers de très très grosse capitalisation. et surtout, la France, c'est des PME. C'est 140 000 PME, la France. La France, c'est des PME. Donc en fait, financer les PME, c'est financer l'économie française. Et donc aujourd'hui, la bourse finance des très très grosses capitalisations dont on a besoin et qui sont les grands donneurs d'ordre avec qui Stéphane travaille, et c'est très bien. Mais il faut aussi que la bourse réponde aux autres besoins, aux PME, aux ETI, et c'est important. Et c'est pour ça qu'on a créé Lise, c'est pour permettre cette redirection. Donc on est une bourse très nouvelle, on fonctionne très différemment. On est la seule bourse au monde 24/7, on est la seule bourse au monde qui permet un accès en direct. On est la première sur plein de choses, mais c'est pas pour cumuler des buzzwords marketing, c'est pas pour être le premier. Euh, Nous, la seule chose, enfin moi personnellement, je parlais en tant que directeur général de Lise, la seule chose dont je veux être le premier, c'est la première infrastructure qui finance l'économie. Le jour où Lise, on considérera que c'est l'outil pour financer notre économie, notre souveraineté, bah là, c'est le seul où je veux vraiment être le premier. Bah, tu es encouragé dans les commentaires. Tu vois, Stéphane nous dit ravi de constater que nous innovons en France pour pouvoir investir en toute transparence. Excellent. Et d'ailleurs, peut-être dernière question. Tu dis qu'il y a moins d'intermédiaires. Est-ce que ça veut dire qu'investir sur Lise, c'est moins cher? Alors, je peux vous faire un peu le parcours. Pour un investisseur particulier, prenons l'exemple. Je prends un exemple avec un chiffre arbitraire de 10 000 euros. Vous créez un compte sur Lise, c'est gratuit. Vous créditez votre compte sur Lise de 10 000 euros, c'est gratuit. Vous souscrivez à l'IPO en cours, vous n'avez aucun frais. En plus, en souscrivant à l'IPO, vous êtes éligible IRPME et on en reviendra, mais c'est 18% d'économie d'impôt sur le revenu. Donc finalement, 10 000 euros, bah, ça vous coûte post-avantage fiscal 8 200. Il n'y a pas de frais de garde, donc vous détenez, disons, pendant 5 ans vos actions, c'est gratuit. Donc là, pour le moment, il y a eu zéro frais. D'accord. Tu gagnes ta vie un Et, moment quand même, Marc. et quand vous revendez vos actions, disons, dans 5 ans,
on va prendre au maximum 0,25% de frais sur la transaction. Et donc, sur 5 ans, vous allez payer sur le montant de revente 0,25, donc c'est complètement anecdotique. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, on pense que les frais, à juste titre, c'est ce qui freine cette redirection de l'épargne. Personne n'aime les frais. Et nous, on a une mission euh, qui est plus grande que de faire le maximum de revenus, qui est de rediriger l'épargne. Et on pense que les frais, c'est bloquant. Donc, on a décidé de compresser, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Nous, notre but, c'est de déverser à terme plusieurs milliards dans l'économie française. Et là, les frais, c'est problématique. Donc, on a attaqué ça. Deuxième point, on est une bourse. Donc, là, j'ai pris un exemple de 5 ans. Mais ces frais, ils sont très faibles en secondaire. Et le but, c'est qu'il y ait de la liquidité dans cette bourse. Et donc, vous pouvez faire des allers-retours dans la journée. Et là, dans ce cas de figure, même s'ils sont faibles, on peut avoir un volume important. Et donc, on s'y retrouve de notre côté. Et troisième point, c'est que l'émetteur nous paye également pour notre fonctionnement. Et donc, on fait un équilibre qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et le point le plus important, c'est pourquoi il y a si peu de frais, c'est parce que notre fonctionnement prend moins d'intermédiaires, beaucoup moins. Et donc, on paye. Il y a moins de personnes à payer dans la chaîne. Il y a moins de personnes à payer dans la chaîne, mais beaucoup moins de Mais alors, personnes c'est à quoi payer dans la si chaîne. on benchmark avec d'autres bourses sans les nommer? En principe, c'est ça. Il y a des frais de garde, il y a des droits d'entrée, on paye son courtier. Enfin, chaque fois que tu as dit que c'était gratuit, chez les autres, il y a quelque chose à payer. Alors, ça dépend des courtiers. Donc, chaque courtier a un modèle, mais en règle générale, il peut y avoir des frais de passage d'ordre, des frais de transaction, des frais de garde. Il peut y avoir, oui, pas mal de cumul de frais. Et nous, on pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à rediriger l'épargne. Donc, on a décidé de faire autrement. Alors, je vous remercie. Il y a plein de questions. Merci, hein. Gardez-les, notez-les. C'est très bien de les mettre dans la conversation. Je vais évidemment les prendre tout à l'heure. Je vais juste passer la parole à Stéphane pour qu'il nous parle justement de cette toute première société qui s'introduit en bourse. C'est quand même à ça que sert une bourse, hein, c'est financer des sociétés. Et donc, il y a des histoires humaines, des histoires industrielles derrière qui peuvent être intéressantes. Et après, on prend toutes vos questions, aussi bien sur Lise que sur la société de Stéphane. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, de ta société? Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter ST Group. ST Group, c'est un groupe industriel familial. Nous sommes implantés sur la région toulousaine, au cœur même de l'Aerospace Valley, donc très très proche de nos clients, en l'occurrence Airbus. Nous sommes spécialisés dans les métiers du composite plus particulièrement. Et comme je le dis souvent, en fait, toutes les pièces qui sortent de chez nous sont des pièces qui volent. En fait, donc aussi bien dans l'aéronautique civile, mais évidemment, on sert la défense, évidemment, puisque nous sommes aujourd'hui membres de la BITD. Alors, BITD, peut-être en aparté, c'est les 4000 aujourd'hui sociétés revendiquées par la DGA et qui sont engagées au quotidien, effectivement, dans des programmes défense. Nous, en l'occurrence, effectivement, c'est le programme Rafale, où nous sommes présents déjà depuis une quinzaine d'années. C'est également le programme A400M, mais notre core business, c'est effectivement la fabrication de pièces composites. C'est quoi un composite, Stéphane? Alors, le composite aujourd'hui, c'est des matériaux, alors on pourrait dire aujourd'hui, qui sont de plus en plus déployés, notamment dans le monde aéronautique, puisque historiquement, hein, il y a à peine une vingtaine d'années, le composite ne représentait que 20% à peine d'un avion hein, dans sa phase de construction. Et on voit qu'aujourd'hui, de par la technologie, de par bien évidemment la performance également que peut amener ce matériau que nous opérons chez nous, eh bien, ça va nous permettre effectivement d'améliorer toutes les performances bien évidemment de vol. Donc c'est des matériaux, les matériaux sont à base de fibres de verre, de fibres de carbone, que nous allons travailler effectivement chez nous, que nous allons façonner pour apporter les performances aujourd'hui attendues par nos clients. Parce qu'avant, c'était du tout métal, c'est ça, grosso modo. Et toi, tu arrives avec une innovation en termes de matériaux pour rendre l'aviation plus dynamique, plus légère, plus rapide, c'est ça? Exactement. On peut considérer que les premiers avions, en fait, étaient quasiment 100% métalliques.
Et de plus en plus, ce matériau émergent, les technologies aussi, hein, les moyens, l'accès aussi à de nouvelles générations de matériaux ou de fibres permet d'aller beaucoup plus loin et de prendre de plus en plus de parts de marché, bien évidemment, dans les programmes, dans les nouveaux programmes des avions qu'on appellera de nouvelle génération. Aujourd'hui, quelques exemples, que ce soit chez Airbus ou Boeing ou d'autres constructeurs, la part du composite est omniprésente et peut représenter entre 50 et 80% de l'appareil. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que et plus on ira dans le temps, plus ces composites seront omniprésents, parce qu'on va bien évidemment améliorer, comme je le disais, la performance, mais on va considérablement diminuer les masses aussi, parce que l'intérêt du composite, il est aussi autour de la masse. Et donc, plusieurs intérêts derrière, au-delà de la performance pure, c'est aussi la réduction de l'empreinte CO2. Un avion plus léger est un avion qui, de fait, consommera moins de carburant, par exemple. Parce que le Rafale, il est aujourd'hui composé à combien, de quel pourcentage de composite? Aujourd'hui, soyons clairs, les avions type Rafale ou des avions avec de telles performances aujourd'hui, la part du composite dépasse les 80%. Ah, c'est énorme. C'est quelque chose d'absolument spectaculaire. Tout comme les drones d'ailleurs de nouvelle génération. L'actualité du moment nous permet aussi parce que nous sommes aussi présents sur les drones défense, et très clairement les drones aujourd'hui, les performances en tous les cas qu'on attend de ce type d'appareil dans leurs différentes missions font que l'utilisation du composite est absolument nécessaire. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, il y a dans chaque Rafale une petite partie des composants qui viennent de ta société. Quand je regarde le 14 juillet en l'air, la patrouille de France, je vois le produit de ta société dans un petit pourcentage, mais en tout cas, c'est le cas. C'est clairement une fierté pour nous, et tu as complètement raison de le souligner. C'est une vraie fierté pour mes équipes et qui sont aujourd'hui à réaliser, à draper ces pièces-là. Je peux te garantir qu'il y a une vraie fierté, une vraie émotion quand sur le défilé du 14 juillet ou même sur des images qu'on peut voir à la télé. Et j'y rajouterai deux, d'ailleurs, double fierté. La première fierté, bien évidemment, parce qu'on a une pièce qui est montée sur le Rafale, hein, et ce depuis déjà de nombreuses années, mais également sur la 400M, où nous réalisons en fait les pièces du cockpit. Et là aussi, il y a une double fierté, parce qu'en général, pour le 14 juillet, en l'occurrence, il y a le Rafale qui est accompagné de la 400M. Donc c'est une double fierté Incroyable. quand on voit le défilé. Et donc, c'est non seulement voilà, un motif d'utilité nationale, hein, de participer à la défense, mais c'est aussi pour le groupe un angle business économique qui est très solide. Vous n'êtes pas sur un petit composant d'une voiture Renault dont on ne connaît pas le succès. Enfin, c'est quand même un outil de défense majeur qui se commercialise bien à l'étranger et que la France va commander pendant très longtemps. Et c'est peut-être le cas aussi sur les avions, tu peux en parler, non militaires, parce qu'il y a beaucoup d'applications non militaires, civiles, aux composites que vous fournissez. Alors effectivement, la part défense, et sur notamment les deux programmes qu'on vient de donner, j'aurais tendance à dire ça va amener de la crédibilité, en tous les cas, à notre groupe. Parce que très clairement, aujourd'hui, être présent sur un avion de type Rafale ou A400M, quand on est sur des avions avec cet attendu en matière de performance, ça vient crédibiliser, bien évidemment, l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante dans ce type de programme. Après, bien évidemment, l'attraction va s'opérer aussi sur notre part civile, puisque on est aussi omniprésent sur les programmes aéronautiques civils, où là, on va être un peu positionné, on va dire, un petit peu partout dans l'avion, que ça soit aussi bien d'ailleurs dans les cockpits, dans les aménagements cabines, dans des pièces structures, des capots moteurs, ainsi de suite. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, la défense, c'est bien sûr très important. Les programmes sur lesquels nous sommes embarqués sont des programmes exigeants en termes de performance, et bien évidemment, et donc nécessitent aussi de l'innovation. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un point qui nous lie aussi d'ailleurs avec Lise. On le parlait, on disait, mais aujourd'hui, Lise est très innovant dans la proposition qui est présentée. Et c'est quelque chose dans lequel on se retrouve, parce que nous, l'innovation, c'est aussi notre quotidien pour aller chercher de la performance, pour aller chercher effectivement de la compétitivité.
la conserver effectivement sur le territoire. Je pense que là, il y avait une part d'ADN commune absolument avec Marc et avec Lise. Si je peux rebondir sur ce point, euh, je pense que pendant des années, on a vu l'innovation comme du plus, quelque chose qui permet de se différencier. Je pense qu'on rentre dans une ère où l'innovation, c'est une obligation. On le voit bien, les industries rencontrent toutes des disruptions majeures qui rebattent toutes les cartes. On parle du cloud qui a révolutionné les data centers, on parle de la voiture électrique qui a rebattu toutes les cartes de l'industrie. L'industrie automobile chinoise s'est créée sur la voiture électrique et aujourd'hui elle est très puissante alors qu'elle n'existait pratiquement pas sur les voitures à essence. Et l'Europe s'est un peu affaiblie, malheureusement, sur les voitures, et c'est dommage. Et donc, innover, pour moi, pour Lise, et je pense que Stéphane est d'accord, c'est une obligation. Et donc, il faut qu'on arrive conjointement à innover. Mais pour innover, il faut des moyens. Et la France a des entrepreneurs. Enfin, il faut des moyens et il faut des entrepreneurs et des ingénieurs. La France a les entrepreneurs, a les ingénieurs. Souvent, hein, et vous le savez, je n'ai pas besoin de citer les programmes, le TGV, le Concorde, enfin, le nucléaire, on a toujours été les pionniers. Euh, Aujourd'hui, on innove moins et je pense qu'il faut qu'on continue à innover autant et qu'on a la capacité d'innover, mais parce que voilà, on manque De financement de aussi. financement, Mmh. bah, clairement. Et c'est tout le but de Lise, hein. Nous, on s'est financé, on a des banques à notre capital qui ont voulu jouer le jeu de l'innovation, on en est ravis, mais en fait, c'est pas le cas pour la réalité de nos PME. Et nos PME, c'est elles qui innovent. Parce que, en fait, la réalité, c'est que pour innover, pour faire des choses vraiment nouvelles, il faut des personnes qui incarnent l'innovation. Il faut des gens passionnés. Et les gens passionnés, c'est les dirigeants des PME. Moi, je considère que Lise est une PME et je me considère passionné. Vous l'avez vu, enfin, ça, vous avez vu qu'il est passionné, Stéphane. Et il, il faut leur donner les moyens d'innover. C'est eux qui vont innover. Après, ça va être repris. Quand Stéphane innove, bah, l'innovation, elle se retrouve dans des grands programmes. On l'espère dans le prochain avion. Mais en fait, l'innovation, elle vient de là. Mmh. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc pour moi, l'innovation, c'est une obligation. C'est une épée de Damoclès. Ne pas innover, ça fait tomber l'épée. Oui, c'est un enjeu de souveraineté majeur. Et d'ailleurs, toi, Stéphane, tu as toujours été. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu as créé ce groupe? Alors, j'ai lancé le groupe il y a maintenant presque une trentaine d'années. On va bientôt fêter le 30e anniversaire. Donc, Incroyable. comme on le dit, l'aventure entrepreneuriale a démarré effectivement avec la partie bureau d'études. Donc, justement, Marc a tout à fait raison de le souligner. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les composites, c'est réellement nouveau. Et aujourd'hui, on peut encore proposer de l'innovation. On n'est pas au bout, bien évidemment. Donc, l'innovation est absolument fondamentale pour nous, les PME. Et la difficulté, c'est clair, comme l'indiquait Marc, la problématique et le frein que nous avons, c'est plutôt le financement de l'immatériel. Ça, c'est clair que c'est Et toi, compliqué. tu as choisi en plus la voie de l'innovation plutôt que celui du low cost. Tu n'as pas voulu délocaliser ta production. Tu peux peut-être nous en parler. C'est fait où? Dans une localité à côté de Toulouse, c'est ça? C'est ça. Alors, merci de le faire remarquer, puisque c'était une décision volontaire, stratégique. On parle souvent en France de désindustrialisation, et puis ensuite on parle de réindustrialisation, mais ce qui dicte effectivement tout ça, c'est la compétitivité, la productivité que vont pouvoir apporter les PME, les entrepreneurs en fait, à nos clients. Donc, une des potentialités, bien évidemment, a été des positionnements low cost, le low cost permettant effectivement d'aller chercher justement cette compétitivité. Tu aurais pu aller en Tunisie. J'aurais pu aller sur effectivement les best cost aujourd'hui connus, sur lesquels il y a des déploiements dans le secteur de l'aéronautique, mais on va le retrouver dans d'autres secteurs, l'automobile ou autre. Et j'ai plutôt préféré effectivement moi le choix de dire bon, premièrement, on est installé, comme je le disais tout à l'heure, hein, au cœur de l'Aerospace Valley. À Toulouse, sur la banlieue toulousaine, hein, à Labège exactement. Ça s'entend un peu, hein. Je cache absolument mon accent, hein. Mais globalement, on est positionné donc à proximité effectivement des FAL. Donc nous, les FAL, les lignes d'assemblage en fait de nos clients. Et je pense que déjà ce positionnement est réellement un positionnement stratégique par rapport et qui peut nous différencier bien sûr par rapport à nos concurrents. Donc une proximité aujourd'hui de clients. Et il est évident que cette proximité client, elle va aussi favoriser bien sûr
toutes les potentialités, les capacités que nous pourrons proposer aussi en collaborant avec eux, avec de la proximité, justement sur l'innovation, sur la recherche. Et concernant la productivité, ben, effectivement, plutôt que d'aller chercher du positionnement tactical sur du best cost ou du low cost, j'ai fait le choix de dire on va plutôt investir sur de la robotisation, sur de la digitalisation, et on va également mener un certain nombre de travaux en termes de recherche. C'est aussi vrai d'ailleurs sur les matériaux, sur les produits, mais aussi sur les process, parce que la compétitivité se gagne absolument à tous les niveaux, à toutes les échelles, dans les phases de fabrication. Alors, on arrive presque à la demi-heure. Dernière question pour toi, Stéphane. On en parlait tout à l'heure. L'un de tes principaux clients, c'est Airbus. Dieu sait que les lecteurs du Revenu ou de Nouvel Économiste connaissent cette société, hein, une grande fierté française également. Et il y a un truc incroyable chez Airbus, c'est le carnet de commandes. Je croyais qu'il était de 10 ans, tu m'as détrompé, il est de 12 ans. Et vous, en fait, vous vous inscrivez comme ça dans le sillon d'Airbus. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être tu me donnais un exemple aussi très concret sur le nombre de commandes par an et le nombre de livraisons pour se dire qu'il y a quand même une stabilité, un prévisionnel pour vous qui est très important. Il est évident qu'à aujourd'hui, les indicateurs sont plutôt hyper performants. On a aujourd'hui un backlog de carnet de commandes annoncé par les constructeurs, en particulier Airbus, qui est de l'ordre de 9000 appareils. Ça nous donne une vision effectivement absolument spectaculaire. En tous les cas, moi qui viens du monde aéronautique depuis toujours, hein, je suis né au cœur de l'industrie aéronautique, hein, à Toulouse. Et on n'a jamais eu des perspectives aussi incroyables. Donc oui, c'est 12 ans aujourd'hui de visibilité, et j'aurais presque tendance à dire cette visibilité va peut-être même croître d'année en année, parce que aujourd'hui, quand on constate le nombre d'appareils commandés par an, ben, il est clairement supérieur aujourd'hui au nombre d'avions produits par an. Donc ça veut dire qu'en plus, dans le temps, ce backload continue d'augmenter. Donc c'est quand même des projections qui sont absolument importantes, mais surtout rassurantes pour les PME comme nous qui investissent aujourd'hui pour accompagner bien évidemment le ramp-up et être en mesure de livrer nos clients dans les meilleures conditions possibles, on time, avec des produits performants et de qualité. Oui, Airbus, c'était, je crois, tu m'as dit 843 livraisons l'année dernière pour plus de 1200 commandes. Donc en fait, C'est ça. Alors, l'année dernière, 2025, pour être très précis dans les chiffres, c'était 793. Et l'objectif cette année, c'est 860. Donc, on d'accord. voit effectivement aujourd'hui cette traction vers le haut. Aujourd'hui, bien évidemment, Airbus compte absolument aussi sur sa supply chain pour l'accompagner dans ce ramp-up absolument spectaculaire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on doit se doter, nous, de moyens pour les accompagner dans ces augmentations et dans ces ramp-up qui sont absolument spectaculaires. Et de nouvelles perspectives avec, tu le disais, les drones et aussi une application spatiale, je crois, de votre technologie. Alors pour nous, effectivement, plusieurs drivers en plus qui vont aussi étoffer cette croissance, qui va au-delà, bien évidemment, des ramp-up annoncés par les constructeurs. C'est bien sûr notre positionnement historique sur les drones, en particulier les drones de défense. Donc là, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel le secteur est de plus en plus demandeur. Là aussi, on parlera d'innovation. Et puis, bien sûr, le secteur, la course à l'espace, on le voit aujourd'hui, l'actualité toute récente, le secteur du spatial est un driver pour nous important. Nous sommes là aussi présents depuis de nombreuses années dans l'environnement du spatial. Bon, et ben très très clair, c'était passionnant, merci beaucoup. Alors, on va prendre vos questions, vous voyez, on a atteint la demi-heure. Merci à tous ceux qui en ont posé, hein. N'hésitez pas à continuer à le faire, on va les prendre maintenant. Alors, une question pour toi, Marc. Il y a plusieurs personnes qui reviennent. Youssef nous demande, Mathieu nous demande, sur les intervenants sur Lise, y aura-t-il des professionnels? Et Youssef nous demande, y aura-t-il des institutionnels intéressés par Lise? Est-ce que c'est que des particuliers ou est-ce qu'il y a aussi les fonds d'investissement qu'on connaît, les OPCVM ou autres? Alors, c'est une très bonne question. Lise est une vraie bourse, hein, donc c'est de l'action cotée. Tout le monde peut intervenir. Là, j'ai parlé particulier parce que c'est les gens à qui on parle, hein, Youssef, Mathieu, etc. Mais on parle à des fonds institutionnels, on parle à des market makers, on parle à des liquidity providers, à des fonds small cap, à des family office. Comme je vous ai dit, Lise a des banques à notre capital. Pour être précis, nous avons BNP Paribas, nous avons KCIS, qui est la filiale du groupe Crédit Agricole,
Nous avons également BPI France et nous avons vocation à faire rentrer d'autres banques. Et c'est les banques, les institutionnels, c'est les banques, les dépositaires des institutionnels et c'est les banques, les market makers souvent. Donc oui, tout à fait. Euh, tout le monde est le bienvenu sur l'IS, évidemment. Excellent, excellent. Enza t'encourage, content que ce soit une innovation française et pas américaine. Allez, bim, Merci Enza. Je c'est partage dit. 100% ce que vous dites. Alors, Pascal, dans les bourses actuelles, en cas d'emballement des cours, une régulation permet de fermer les transactions le temps que le marché se calme. Quid de Lise? Oui, ça s'appelle les coupes-circuits, tout à fait. En fait, nous, on est régulés. Donc, les bourses sont régulées par MIFID 2, qui est une directive européenne. Nous, en plus, comme on est dépositaire central de titres, on est régulé également par CSDR, qui est le règlement européen euh, qui couvre ça. Pour être précis, nous sommes un système multilatéral de négociation organisé. Et nous sommes un marché de croissance au sens de MIF 2. Donc, nous appliquons toutes les règles. Ah, donc, ça, en fait, cet arrêt, Ah oui, ce c'est temps prévu. calme, c'est un. D'accord, je savais pas que Ça c'était s'appelle les une coupes-circuits. obligation réglementaire. Ok, très clair. Très clair. Oui, vous êtes évidemment contraint par les mêmes contraintes que Ronex. Et il y a une petite différence assez marrante qu'on a, c'est, vous le savez sûrement pas, mais quand vous achetez des actions dans une société via votre courtier, euh, l'émetteur, donc la société cotée, ne sait pas que vous êtes actionnaire. Dans son registre des actionnaires, donc, qui est tenu par le dépositaire central de titres, elle voit le nom de votre banque. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué de créer du lien. Hmm. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes comme des sociétés, très grandes sociétés comme Air Liquide qui demandent de passer en nominatif. C'est pour connaître les actionnaires. Nous, on a un fonctionnement ad hoc. On a une loi française et le RGAMF qui a été adapté pour nous. Et ça nous permet de faire qu'à tout instant, vous êtes connu par l'émetteur. Il peut y avoir par de la Stéphane. communication, il peut y avoir un Mais ça crée événement, du il peut y lien. avoir quoi que ce soit, Mais bien vous sûr. êtes connu, vous êtes invité, enfin, vous êtes important, vous avez participé au financement Ouais. de Stéphane. Voilà, ça paraît évident. C'est l'occasion de chouchouter les actionnaires qui Mais permettent de tenir la boîte. les actionnaires, c'est les propriétaires d'une Hmm, partie de la société. bien sûr. Ils sont importants. Et il faut qu'ils reprennent leur importance. Question pratico-pratique. Solange, Lise fournira-t-elle un IFU en fin d'année? Alors, oui, pour l'IFU, la fin d'année, c'est juste que l'IFU, vous en avez besoin quand vous faites une plus-value. D'accord, donc c'est en Donc, fait c'est quand on le régulièrement. fournit quand vous faites une plus-value ou quand il y a des dividendes. Donc, si vous n'avez pas revendu votre position, c'est pas nécessaire. Allez, question pour Stéphane. Et ça rejoint là, une question sur Lise aussi. Pourquoi la société ST Group a-t-elle choisi Lise? Alors, très très bonne question, là aussi, parce que plusieurs solutions, bien évidemment, étaient possibles. Bien évidemment, les solutions plus classiques, bien évidemment, le financement par de la dette. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons investi déjà massivement post-crise Covid dans la robotisation, la digitalisation de notre outil. Donc, effectivement, aujourd'hui, la part de la dette était entre guillemets, importante de par ces investissements sur la robotisation. Et je ne voulais pas augmenter, même si on avait des solutions qui auraient pu être apportées de ce type-là, je ne voulais pas l'augmenter davantage. Et j'ai préféré, puis il y a plusieurs sujets, parce que la première fois dont nous avons entendu parler de Lise, et je crois que c'est important là aussi de le souligner, c'était via la DGA. Et je cherchais, et j'ai tout à l'heure, on l'a évoqué aussi avec Marc, la solution d'innovation. On est une PME avec un ADN très ancré dans l'innovation, donc il y avait déjà un dénominateur commun, et puis bien évidemment le fait de rentrer aujourd'hui en bourse, donc sur une bourse, Marc l'a dit, mais je rajouterai un point qui me paraît important, en tous les cas pour les PME comme nous, c'est la qualité, entre guillemets, des échanges et la performance des équipes aujourd'hui de Lise qui ont su parfaitement aussi nous accompagner. Parce que tu as évoqué tout à l'heure les marchés plus classiques, en fait beaucoup plus gros, plus connus, certes, plus importants, mais il est important aussi pour des PME comme nous. On a un besoin aujourd'hui, de par notre organisation propre en interne, de par notre structure, d'avoir des échanges de qualité, d'accompagnement, et que effectivement les équipes de Lise ont su aussi se mettre à notre niveau. Et ça, je pense que c'est un argument fort
pour, je l'espère, les prochaines opérations, toutes prochaines, qui seront menées par Lise dans le cadre du développement et de l'accompagnement des PME. Moi, je dis en retour d'expérience, certes, on est le premier, on est ravi en tous les cas d'être le premier, mais je souligne effectivement cette qualité d'accompagnement, le professionnalisme, effectivement, aujourd'hui, des équipes de Lise. Et- Et oui, pardon. Non, pardon Stéphane, j'allais te demander peut-être de manière un peu plus personnelle. Ça fait 30 ans, on est tous entrepreneurs autour de cette table. Toi, ça fait 30 ans que tu as fondé ta boîte. Tu t'introduis en bourse, c'est quand même une réussite. On voit qu'il y a déjà, ça suffit d'aller sur le site de Lise, hein. Pour tous ceux qui sont en direct, vous tapez sur la fenêtre d'à côté lise.com. Il y a déjà un immense engouement autour de cette levée de fonds en seulement quelques jours. Quoi, c'est une fierté, c'est un aboutissement, c'est le début d'une aventure. Comment tu vis la chose? Alors, évidemment, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour mes équipes. Il y avait déjà la fierté d'accompagner les programmes dont on a parlé tout à l'heure, le Rafale, le 400M et tous ces beaux avions, la 350 pour nommer aussi un avion absolument remarquable. Mais c'est aussi cette fierté parce que une IPO, comme on dit, ben, on en vit une dans sa vie, surtout pour l'entrepreneur. C'est un travail absolument incroyable, mais tellement passionnant, tellement intéressant. C'est un univers nouveau pour nous, hein, soyons clairs, au niveau de dirigeants de PME. Mais c'est vrai qu'il y a une fierté parce qu'on s'aperçoit assez rapidement l'engouement qu'il y a autour de cette première opération. Et puis, petit point particulier, tu me posais aussi la question pourquoi l'IPO, pourquoi Lise. Il y avait quelque chose aussi, Marc l'a souligné tout à l'heure, qui me tenait beaucoup à cœur. C'était aussi d'orienter, entre guillemets, cette économie citoyenne. On entend souvent parler de cela. Tout à l'heure, on disait, voilà, moi, je prône la réindustrialisation. Il faut qu'on arrive effectivement aujourd'hui à ramener notre activité ici, mais pour ce faire, il faut qu'on soit en capacité non seulement de financer, bien évidemment, les entrepreneurs, mais aussi de les accompagner pour être plus performants et plus compétitifs. Et puis, dernier point, on parle souvent, et c'est un discours qu'on entend de plus en plus dans les médias, pour réorienter cette économie citoyenne. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à travers Lise, justement, c'est un bel exemple. Marc l'a souligné tout à l'heure. Moi, je suis assez frappé sur Toulouse. Beaucoup, effectivement, m'ont dit, mais ça y est, moi j'ai investi et j'ai investi sur une PME du territoire, de proximité. Tous les matins, on peut passer devant cette société. C'est du palpable, c'est du concret. Et ça, je pense que c'est quand même un point fondamental, un axe fort, effectivement, que propose aujourd'hui Lise. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'observais beaucoup, justement, l'évolution du retail. Parce que c'est celle-là. Et là, on voit effectivement l'intérêt, l'engouement qu'il y a pu y avoir. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français sont véritablement engagés dans cette démarche-là et veulent accompagner, veulent faire la promotion de ces PME qui défendent effectivement l'emploi sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, me semble-t-il. Et si je peux rappeler un point, parce que quand on participe à une IPO, on souscrit à des actions. Mais c'est quoi une action? C'est une part de l'entreprise. Vous êtes propriétaire d'une partie d'Estée Group. C'est pas un instrument financier classique, c'est vraiment, vous êtes propriétaire d'une partie. Oui, c'est-à-dire que le C'est 14 fort. juillet, vous allez regarder la patrouille de France et vous serez propriétaire d'un petit bout du composite Qui qui a est été... rentré dans ce Rafale. C'est assez Mais incroyable, même, effectivement. et vous avez plus l'habitude peut-être de prendre l'avion et l'A350 dont tu as parlé. Mmh. La prochaine fois, vous prenez l'avion. On va le regarder différemment. Mais c'est vrai pour les ATR, c'est vrai pour bon nombre d'appareils, et c'est vrai parce qu'il y a à la fois le regarder au 14 juillet, mais il y a aussi quand on monte à bord. C'est ça. Bien sûr. C'est quand même Et, une et, certaine fierté, bien entendu. et Stéphane, enfin, moi, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment passionné. Et c'est génial, en fait, de parler à un entrepreneur. On est des entrepreneurs, tu l'as dit, mais surtout passionné. Donc, si vous prenez l'avion et vous êtes à côté de Stéphane, si c'est un long vol, il vous racontera toute l'histoire de l'aviation. Là, alors, et il faudra que ça soit un long courrier. Allez, question d'Agnès. Quel est le montant minimum à investir? On sent que dans les commentaires, les gens ont Ouais. envie d'y aller. Alors, le montant minimum, c'est une action. Parce qu'une action, c'est pas divisible et c'est 18,50 €. Ok, 25. 25. 18,25 €. Bon, bah, 18,25 €. Merci Marc, déjà. a priori accessible à toutes les bourses. Lise a-t-elle prévu prochainement d'autres introductions d'entreprises PME? Et j'ai Hervé qui demandait introduire des sociétés autres que françaises. Alors, oui, on a d'autres introductions en bourse dans notre pipe. Il va y en avoir plusieurs. On a volonté
on a la volonté d'ici 2 ans d'en faire 2 par mois d'IPO. Ce serait énorme, hein. La France, c'est 2 par an aujourd'hui. Donc ça change beaucoup de choses et c'est ce qu'on veut faire. Et pour la deuxième question, alors on a un agrément européen. Donc on a le droit de faire des introductions en bourse dans toute l'Union européenne, avec des investisseurs de toute l'Union européenne. Donc oui, après, pour être tout à fait honnête avec vous, pour plein de raisons, on va quand même se concentrer au début sur la France, parce qu'il y a 140 000 PME. Donc quand vous avez envie d'ouvrir un pays, c'est quand vous allez commencer à atteindre une taille critique dans votre pays. Parce que la réalité, c'est pourquoi aller dans un autre pays? Parce qu'il y a plein de PME qui veulent se financer en France. Donc voilà, on priorise notre pays d'abord. Magnifique, très très clair. Alors, question technique là, Stéphane, le composite est-il très dépendant du pétrole? Nous demande Mathieu. Alors, il est évident que quand on parle composite, il y a deux choses, hein, qui constituent en fait le composite. Il y a bien évidemment la fibre, et puis après il y a les résines. Donc les résines, effectivement, c'est du produit, c'est de la pétrochimie. Donc on n'est pas aujourd'hui directement assujetti aux fluctuations, en tous les cas on ne le ressent pas comme tel, aux fluctuations instantanées du prix du baril. Mais oui, effectivement, le composite, il y a de la fibre, il y a de la résine. Donc effectivement, on raisonne sur de la pétrochimie là-dessus. Donc à terme, si effectivement cette crise devait perdurer, il conviendrait d'être attentif sur les fluctuations du marché. Pour autant, comme l'ensemble des supplayers de la base des constructeurs, en fait, à base Airbus, nous avons effectivement aujourd'hui, nous sommes inclus dans des négociations de contrats cadres qui nous garantissent effectivement une certaine stabilité des prix et puis surtout de la disponibilité en termes de quantité et de volume sur les besoins annuels. Oui, tu as des contrats à l'année avec tes fournisseurs qui sont négociés directement par Airbus pour ses propres sous-traitants, qui te garantit de ne pas être victime du jour au lendemain d'une flambée des prix du pétrole. Exactement, exactement. Et c'est très important de le souligner, c'est que là, effectivement, le constructeur en amont va gérer à la fois la stabilité, bien évidemment, des coûts matières premières, mais surtout la volumétrie. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça le plus important, puisque on parlait tout à l'heure des backlogs relativement importants. Il faut qu'aujourd'hui le ramp-up soit opérationnel, et pour que le ramp-up soit efficient, opérationnel, bah, il faut qu'on ait à disposition, bien évidemment, les quantités nécessaires de matières premières pour pouvoir alimenter. Alors Philippe nous demande, est-ce que vous êtes sous-traitant d'Ariane Espace? Je ne suis pas, au moment où on se parle, sous-traitant d'Ariane Espace. On est engagé sur des programmes, nous plutôt effectivement sur les satellites, en fait, hein, sur les structures même des satellites, avec quelques projets nouveaux sur les lanceurs de nouvelle génération, des lanceurs plus petits. Ok, très clair. Alors, quelles sont, Raymond nous demande, les modalités pratiques pour adhérer à l'ISE et ensuite pour souscrire à ST Group? Voilà, c'est bon, Raymond il est parti, il faut lui expliquer. C'est quoi le manuel d'emploi? Il faut aller sur lise.com. Vous pouvez le faire sur votre D'accord. téléphone. On vous donne le lien d'ailleurs, hein. Ouais. Là, si vous suivez en direct, il y a en principe une petite pop-up qui peut s'afficher ou en bas à droite, comme ça vous gagnez du temps, vous allez tout de suite sur le site de l'ISE. Donc il faut aller sur lise.com. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur lise.com, vous vous inscrivez. On va vous demander des informations. Vous allez faire on va faire une vérification d'identité. Donc vous allez devoir scanner votre pièce d'identité et votre visage avec votre téléphone. Une fois cette étape passée, vous avez un petit questionnaire qui est une obligation réglementaire. Une fois qu'on a fini tout ça, votre compte est validé. Donc, il va falloir le créditer. Donc, vous allez sur la page crédit. Si vous êtes sur votre téléphone, on a un système qui va directement ouvrir votre app bancaire qui aura tout pré-rempli, qui fait un instant de SEPA, un virement instantané vers votre compte Lise. Donc, c'est hyper simple, pas de frais. Ça arrive sur Lise immédiatement, c'est instantané. Et là, votre compte espèce est crédité. Et vous allez sur la page de ST Group, vous mettez le montant d'action auquel vous voulez souscrire, vous souscrivez. Donc tout ça, ça peut prendre 2 à 5 minutes. Et là, après, une fois souscrit, on attend Vous la êtes fin de actionnaire. l'IPO et vous devenez actionnaire. Et voilà. Très clair. Alors, quelques questions sur les chiffres d'ST Group. Alors, je les pose comme ça, puis tu y réponds, Stéphane, comme tu le sens. Quelles sont les parts de marché entre l'armement et le civil? Quel est le pourcentage du CA dans la R&D? Alors, quelle est la valo avant l'IPO? On pourra peut-être y revenir après.
Est-ce que vous êtes présent hors de France? Donc voilà, peut-être marché, civil, armement, pourcentage du CA et montant total du CA d'ailleurs on le connaît pas. En tout cas on l'a pas encore dit. Est-ce que vous êtes présent hors de France? Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La part défense, déjà, effectivement, comme je le disais, donc nous sommes membres de la BITD. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une implication forte, en tous les cas, dans les programmes défense, avec les exemples qu'on a cités tout à l'heure. Le pourcentage, c'est 25%. Donc 25% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est le marché de la défense. Le reste de notre activité, c'est de l'aéronautique ou du spatial, ou les drones, hein, je mettrai tout le reste. Ah, Mais le drone, sur... c'est pas dans la partie défense, Alors, aujourd'hui? il y a le drone, effectivement, tu as complètement raison, le drone fait partie des programmes, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est essentiellement, aujourd'hui, et exclusivement d'ailleurs, positionné sur du drone défense. Donc, je le mettrai dans les 25%. Tout le reste, ça va être de l'aéronautique civile et un peu de spatial. Ça, c'est pour la répartition des pourcentages. Après, je crois que c'était le Pourcentage pourcent de du R&D. R&D, exactement. R&D. Donc aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'innovation pour nous est quelque chose de très 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 important. Donc effectivement, en termes de budget, on est entre 12 et 15% en matière de R&D. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui et qu'on veut encore, d'ailleurs on y reviendra peut-être, notamment dans l'utilisation aujourd'hui des fonds qu'on souhaite et comment on va les employer. C'était une Comment, question aussi, c'était- très bien. j'anticipe alors peut-être effectivement, on souhaite aujourd'hui très clairement, je le disais, post-crise Covid, nous avons massivement aujourd'hui investi sur l'outil pour préparer cette sortie de crise aujourd'hui et être en capacité d'accompagner avec un niveau de performance et une capacité de production élevée. Donc aujourd'hui, le CAPEX est quasiment bouclé. Donc très clairement, dans les fonds aujourd'hui que nous allons lever, 60% seront pour le financement du BFR, 20% effectivement pour l'OPEX, très peu pour le CAPEX, à peine 5%, et les 15% restants seront effectivement alloués à la part R&D. Très clair. Et d'ailleurs, c'était une question, combien espérez-vous lever pour quelles actions, machines R&D locaux? Voilà, donc combien est-ce qu'on espère lever là, Marc, sur cette levée de fonds? Et Alors, quelle valorisation on nous demande aussi de ST Group avant l'IPO? Au moment de l'IPO en tout cas. l'introduction en bourse est de 2,6 millions en offre cible et la valorisation avant l'opération est de 8 millions d'euros D'accord, donc après l'opération, ce sera 10 millions et quelques, quoi, grosso modo. en post-money. Très clair. Donc celui d'entre vous qui veut investir 1 million d'euros sur ST Group, voilà, vous aurez 10% du capital d'ST Group à la fin de cette IPO. Félicitations à vous. Youssef, Et là, vous aurez le numéro de téléphone de Stéphane. Non, je rigole. non, ça, personne ne l'aura. Et Youssef, une place pour le 14 juillet. Youssef nous demande, avez-vous des brevets? Combien? Alors, ça, c'est aussi une très très bonne question parce que pour nous, on y attache une importance là-dessus absolument fondamentale. Donc oui, aujourd'hui, au sein d'ST Group, non seulement nous avons des brevets, hein, dans le principe, sans rentrer trop dans le technique, mais nous avons effectivement des brevets, notamment sur les produits. Nous avons également des dépôts de modèles et nous avons aussi des enveloppes solo qui ont été déposées, notamment sur des procédés de fabrication. Parce que très clairement, aujourd'hui, il est important, je le disais tout à l'heure, hein, en matière d'innovation, on se concentre, on focalise, nous aussi, nos travaux de recherche et d'innovation, à la fois sur les produits, sur les matériaux, mais également sur les procédés. Parce que très clairement, aujourd'hui, il a été posé la question tout à l'heure par rapport à la pétrochimie, mais il y a un deuxième facteur important qu'il faut mentionner. Sur la transformation des composites, on est relativement énergivore. Très clairement, aujourd'hui, nos sujets de recherche s'opèrent aussi sur l'utilisation de résines qui vont polymériser à des températures plus basses, ce qui nous permet là aussi, rien qu'avec ça, d'aller chercher de la compétitivité, d'être moins assujettis à d'éventuelles crises énergétiques comme on a pu les rencontrer il y a quelques années de cela, par exemple. Alors, il y avait des questions sur la présence internationale. Est-ce que vous y êtes déjà? Est-ce que vous Ah avez le oui. plan de vous développer à l'international? Même quelqu'un nous parle de SpaceX qui pourrait dynamiser le marché de l'aérospatial. Donc, je ne sais pas si vous avez des liens, mais qu'est-ce qu'il en est à l'international de ST Group? Alors, aujourd'hui, justement, nous sommes essentiellement, aujourd'hui, soyons clairs, concentrés sur les programmes européens.
hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure au niveau des programmes, au niveau des constructeurs, on est aujourd'hui concentré sur des programmes européens, mais il est évident aujourd'hui qu'avec à la fois cette opération et le développement que va connaître dans les prochaines années ST Group, il est évident que nous allons souhaiter rapidement aller chercher des positionnements sur l'international. C'est une évidence. Et, Vous avez cité un certain nombre de constructeurs. comme il y a des pièces dans la 350, j'imagine, d'une certaine manière, déjà partout dans le monde. On est partout dans le monde. Alors c'est de par l'utilisation effectivement de nos produits, on rayonne effectivement sur toute la planète. Alors, Arnaud nous demande, je vais pouvoir répondre, quelle part du capital de ST Group est introduit sur les eaux. On l'a dit, c'est grosso modo 20% en fait, hein, à la fin, parce qu'il y aura une valorisation à 10 millions et il y a 2 millions qui sont recherchés, donc c'est l'ordre d'idée. Et Monique n'a pas bien compris, donc il faut ouvrir un compte chez vous sur Lise. Après, elle dit l'approvisionner, ça je crois qu'elle a bien compris, mais elle dit après qu'il faut le garder pendant 5 ans. Non. Non. Non, une fois que vous avez approvisionné votre compte, vous pouvez souscrire à l'IPO. Et revendre le Et lendemain si on a donc, envie. une fois que l'IPO termine, le marché secondaire commence. Et là, vous avez accès à la bourse. Et non, c'était un exemple. C'est que j'ai liquide, donné. on peut sortir Oui, quand on veut, il n'y a oui, pas de complètement. contrainte en la matière Non, ou non, quoi non, que ce soit. vous pouvez revendre. Non, c'était juste un exemple que je donnais au début, Très les clair. 5 ans, mais j'aurais pu dire 2 jours. Voilà. Voilà, c'est le temps que vous souhaitez, comme sur n'importe quelle bourse. Et Monique nous dit, est-ce que vous avez des conseillers quand on passe un ordre en ligne par téléphone? Parce qu'elle a envie d'y aller, mais elle a besoin d'être un peu accompagnée. Alors, nous, on a un support, donc on a un chat. Et si besoin, ils peuvent même vous appeler pour vous aider à comprendre notre fonctionnement. Et ça, le fonctionnement de Lise. Tout à fait. Et Olivier pose une question qui est, je trouve assez Et intéressante. c'est peut-être un Je t'en point prie. important. Notre chat, c'est un humain qui vous répond. C'est pas un IA et c'est pas des réponses préfaites. Donc, si vous c'est posez une ça. question, 100% des réponses ont été rédigées par quelqu'un qui travaille chez Lise. Voilà, dont le Donc, QI est dans la moyenne. Donc, mais- a priori, vous alors, aurez une dans réponse la en plus moyenne, cohérente. J'espère que je recrute un peu mieux que la moyenne. Donc, j'espère un peu mieux. Non, mais blague à part. Donc, ça veut dire aussi, vous pouvez les saluer. Mais voilà, on a une équipe bien démissionnée, mais dimensionnée. Donc, Alors, question d'Olivier. Et si Lise fait faillite, que se passe-t-il? c'est une très bonne question. Alors, plein de choses. Déjà, on est très régulé. Donc, on a des exigences prudentielles, on a des fonds propres, on a des process. Donc, quand vous donnez un agrément aussi lourd qu'une bourse, on a dû démontrer aux régulateurs on a les reins solides, et de 2, on a des procédures de faillite. Vous avez des dizaines de millions d'euros, je crois que vous aviez levé pour on a assurer. exactement. Et donc, dans le cas qui, évidemment, on espère n'arrivera jamais, mais Lise ferait faillite, si vous êtes actionnaire de ST Group, il y a 2 cas de figure qui rentrent en compte. Le premier, c'est transfert de cote des ST Group dans une autre bourse. Et dans ce cas-là, vous, ça vous change rien, vous ne le voyez même pas, c'est juste que la cotation se passe ailleurs. Deuxième point, sortie de la cote de ST Group. Et là, vous êtes toujours actionnaire, en fait, vous ne perdez jamais vos actions. Il n'y a aucun cas de figure qui peut exister où vous perdez vos actions. Et là, c'est juste que vous devenez actionnaire directement au capital d'une PME qui est devenue non cotée. Enfin, peut-être que ça sera une ETI à ce moment-là, on espère. Enfin, de toute façon, on espère qu'on ne fera jamais faillite. Mais donc, il y a ces 2 cas de figure. Oui, de toute façon, on reste actionnaire, on Oui. investit dans une société. Ça donc, change rien. l'intermédiaire, j'ai envie de dire. Ouais, on n'est est pas- on est l'infrastructure, mais bien en fait, sûr. l'investissement il a L'argent, été il fait. est Vous dans êtes actionnaire. les comptes Ouais. de la société. Vous êtes dans le registre des émetteurs de la Bien société, donc vous êtes actionnaire de la société, et c'est pas parce que l'infrastructure au milieu a quoi que ce soit que c'est plus le Alors, cas. Youssef se projette dans l'avenir. Les futurs actionnaires de ST Group, comment se passe pour les assemblées générales et les votes sur les résolutions? Tout à fait, c'est convocation en ligne, donc vous êtes convoqué directement. C'est sur la plateforme qu'on va faire ça ou sur la plateforme Lise? Alors, vous allez être convoqué par mail et sur la plateforme Lise, Ok, tout à fait. très clair, très clair. Et le vote se fait Pareil, via électroniquement. incroyable, magnifique. Écoutez, on arrive au bout. Peut-être je vais prendre ce commentaire de Philippe, voilà, qui est vraiment très simple. Pardon s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Vous êtes plusieurs centaines dans ce chat, très intéressés. Mais Phil nous dit bravo aux équipes de ST Group et aux équipes de Lise pour cette prouesse technologique et réglementaire qui place ST Group et la France aux avant-postes de la finance décentralisée, la DeFi et régulée, RWA, Real World Assets. Il y a un enthousiasme très fort sur cette levée de fonds. Bon, c'est vraiment fantastique. La levée de fonds a commencé quand, Marc? Fin de semaine dernière. Fin de semaine dernière. Ça fait une petite semaine. Je crois qu'il y a déjà plusieurs centaines de milliers, peut-être On a plusieurs dépassé, millions. on a dépassé le million. On a Bien dépassé plus. le million, très bien. Donc dépêchez-vous. Je crois, quand est-ce que ça termine? Alors, ça termine lundi soir, qui est la période
D'accord, c'est le dernier carat pour investir. Donc après lundi soir, boum, la plateforme ne permettra plus de mettre de l'argent et d'investir. Donc si vous voulez le faire, faites-le aujourd'hui. On est vendredi. Il y aura un petit peu de rap le samedi et le dimanche. Puis, enfin, s'il y a du rap d'ailleurs, s'il y a encore de la place dans le Ouais. tour, parce que là, ça s'est beaucoup accéléré Oui, ces tout à derniers fait. jours. Mais c'est un point assez marrant parce que tu as dit samedi, dimanche. Eh oui. Et en fait, ça paraît Oui, bête, mais on on peut est la investir seule le bourse au samedi et monde dimanche, qui ouais. permet samedi C'est à vrai. dimanche. Et ça paraît logique parce que tu l'as dit comme ça. Mais vraiment, tu n'aurais jamais pu le dire si c'était une IPO sur une autre bourse. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est passionnant. Bah écoutez, merci. Alors Didier repose la question, je le répète, quel pourcentage de frais pris par Lise? Eh ben, redis-le, Ouais, Marc. ok. 0, 0, 0. Alors, il y a pas de frais de création de compte, il n'y a pas de frais de crédit, il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de frais de souscription. Il y a juste des frais de transaction que vous pouvez trouver sur la politique tarifaire qui est publique sur un titre en bas à droite du site, qui est maximum de 0,25 de transaction fees une fois que vous revendez. En tout cas, quand vous interagissez sur le marché secondaire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très très clair. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant 7 heures. C'était passionnant, il est presque 13 heures. Merci de nous avoir accordé votre temps. Vous avez compris, c'est une révolution réglementaire, une révolution technologique qu'a porté Marc et qui maintenant entraîne avec lui plein d'entrepreneurs, de PME. Stéphane nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il venait de Toulouse pour nous parler de ST Group, cette première société à s'introduire sur l'ISE. On leur souhaite le plus grand succès de cette première IPO et des IPO suivantes pour que cette bourse soit dynamique, soit forte, hein. Elle est très transparente, les frais sont moindres. Vous savez qu'au Revenu, au Nouvel Économiste, on est très attaché à défendre les porteurs individuels. On pense que c'est sain, mais il faut qu'ils soient bien accompagnés, il faut qu'ils comprennent ce dans quoi ils investissent, et il faut qu'ils comprennent aussi exactement les frais, les risques qu'ils peuvent avoir. Ben voilà, je pense qu'on aura éclairé chacun de ces sujets aujourd'hui. Il y aura peut-être un replay sur YouTube pour ceux qui n'auront pas pu voir jusqu'à la fin. En tout cas, merci beaucoup. Précipitez-vous si vous voulez aller sur l'île. Vous avez compris, ça va s'arrêter lundi soir. Donc, allez lire la documentation, revoyez cette vidéo si vous avez envie. Posez des questions dans le chat à un humain qui vous répondra sur l'ISE. Et j'espère que vous serez des heureux actionnaires de ST Group. On espère que le revenu vous aura fait gagner de l'argent avec un investissement dans cette société qui, on l'a compris, a un bel avenir devant elle, grâce à ce carnet de commandes assez incroyable qu'ont les avionneurs en général. Et félicitations à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Merci, à très Jasper. bientôt. Merci, bonne Merci. journée. Merci beaucoup. Au revoir.